L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran et Chirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bonjour à tous, parce que c'est important de s'intéresser aussi à ce qui se passe près de chez nous. Si on parlait, vous donne la parole sur Télé Grenoble. Et aujourd'hui, avec nos invités, on va se pencher au chevet d'un village de montagne qui fait partie du patrimoine de l'Isère. On va visiter la première ferme distillerie biologique au monde dans le Trièves et découvrir les secrets d'une passionnée de pâtisserie. Voilà, et pour m'accompagner dans cette émission, j'ai à mes côtés Audrey de Palma. Bonjour Audrey. Bienvenue, c'est vous la passionnée de pâtisserie, oui, qui a pu faire découvrir son talent à des grands chefs il y a quelques semaines en participant à l'émission Ma recette est la meilleure de France sur M6. On verra ça avec vous au cours de cette émission. À côté de vous, Frédéric Revol. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bienvenue, créateur du domaine des Hautes Glaces dans le Trièves, qui est la première ferme distillerie de whisky biologique au monde. Un parcours qui se feuillette désormais puisque ce beau livre vient de sortir aux éditions Terre Vivante et ça nous permettra de nous pencher avec vous sur ce parcours assez atypique. La montagne qui va être également au cœur de la vie et des préoccupations de nos deux autres invités, Laurent Soulier et Coralie Terrasse. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Thibault. Bienvenue, vous représentez le collectif des Amis de la Bérarde. Laurent, vous êtes ancien secouriste à la CRS Alpes. Et puis Coralie, vous représentez une famille d'hôteliers installés dans ce village depuis des décennies. La Bérarde, c'est un petit village niché au fond de la vallée du Vénéon, en Oisans, inaccessible l'hiver à cause de la neige, mais qui est le paradis des amateurs de randonnée et d'alpinisme l'été. La Bérarde qui a malheureusement été victime d'une catastrophe naturelle le 21 juin dernier, jour de fête de la musique. Laurent, vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé ce jour-là ? Ce jour-là, c'est une conjonction de plusieurs phénomènes. On se trouve fin juin, il a plu, mais pas de façon exceptionnelle, avec des cumuls de pluie importants. On est dans une période où cela fait une quinzaine d'années qu'on n'a pas vu autant de neige à cette époque-là, 15 ans environ. Et puis se cumule à cela un lac supraglaciaire qui siégeait à hauteur du glacier de Bonnepierre, un glacier qui domine le hameau de la Bérarde. Et donc la tragédie survenue, et c'est réellement la conjonction de ces trois phénomènes. Le torrent s'est mis à déborder, à sortir de son lit. Là, on voit des images qui ont été prises sur le vif, parce que c'était en pleine nuit, une partie de cette catastrophe naturelle. Alors l'événement s'est étalé sur plusieurs heures, avec clairement cette montée en puissance, ces déplacements de matériaux dans des proportions énormes. Le lit du torrent, le village est dominé par une gorge, la gorge des Étançons. À cet endroit-là, précisément, où l'eau et les matériaux ont été canalisés, se sont accumulés, le niveau du torrent est monté d'une cinquantaine de mètres par rapport à son lit historique. 50 mètres au-dessus d'un village, et on voit les conséquences. On imagine ce que ça peut faire. Coralie, alors vous n'étiez pas sur place ce jour-là, mais vous aviez la famille, notamment votre frère, qui était dans le hameau de la Bérarde au moment. Alors effectivement, vous parlez de famille, c'est tout à fait exact, parce que dans le village, nous sommes une famille. Donc déjà, tout le monde se connaît. On est une famille, on est tous liés. Et effectivement, mon frère était présent ce soir-là, oui. Alors, par chance, j'ai envie de dire, il n'y a pas eu d'autres dégâts que des dégâts matériels. Laurent, vous qui êtes ancien secouriste professionnel à la CRS Alpes, c'est un petit miracle qu'il n'y ait pas eu de blessés ou de victimes ? Clairement, c'est au vu des éléments et des résultats de cette catastrophe, oui, on peut parler évidemment de miracle, mais cette capacité qu'ont eu les habitants présents de prendre la mesure de ce qui allait arriver. Cette montée en puissance s'est faite évidemment de façon graduelle. Mais eux seuls ont perçu ce qui allait se passer. Donc ont décidé de réveiller les habitants,
de faire un point et de mettre en sécurité une grande partie toute la population du village. Sauf ce couple de vacanciers belges qui n'ont pu s'extraire de leur bâtiment parce que déjà complètement entourés de matériaux et de torrents. Et ils ne doivent leur survie qu'à la présence d'esprit déjà des habitants qui ont permis de signaler leur présence parce qu'ils savaient qu'il y avait quelqu'un de bloqué là-bas. Et on a vu les images extrêmement impressionnantes du sauveteur qui vient... Ils sont sous le toit, là, les deux Belges, et c'est le sauveteur de la CRS Alpes complètement qui a creusé ce petit à trou. bord de l'hélicoptère de la sécurité civile qui vient les extraire à leur piège mortel, quoi. Enfin, des images poignantes, des images fortes, mais malgré tout, c'est une belle histoire dans tout ce chaos. Oui, les CRS sont vraiment des héros, et les habitants aussi. Vraiment, je pense qu'ils ont une connaissance absolument inégalable du terrain, et c'est ce qui a permis que les habitants soient encore là aujourd'hui. Alors, on voit l'évacuation de ce couple de Belges en hélicoptère. C'est Damien Fillon, un de vos anciens collègues, Laurent, Oui, c'est ça. qui était à la manœuvre sur ce secours où il a engagé lui aussi sa vie. Cette crue soudaine, alors, elle a impacté, Coralie, le hameau de la Bérarde, mais toute la vallée du Vénéon s'est retrouvée dévastée par ces mètres cubes d'eau. Alors, effectivement, nous sommes les premiers touchés. Nous sommes en haut d'une chaîne. Les premiers touchés, puis le village en dessous. Après, les étages aussi, ils ont été touchés. Il y a des maisons qui ont été touchées. Et puis, après, le long de la route. Ce qui fait que cet été, il y a eu une décision et un arrêté qui a interdit l'accès à toute la vallée. Toute la vallée, ça veut dire plusieurs villages fermés, ne pouvant plus vivre du commerce l'été. Or, ils vivent l'été et ça a été un réel problème, un deuxième drame. Ouais, parce que je disais que ces vallées, notamment la Bérarde, est fermée l'hiver à cause de la neige. Donc, il faut que l'été, les choses puissent se faire. Cette route, c'est d'ailleurs le seul accès, Laurent. Là, il n'y a pas d'alternative. Quand la route est coupée, on ne peut pas faire autrement. Alors, on accède au hameau, on va dire, par les itinéraires de montagne. Oui, ou à pied. L'école ou à pied, mais la voiture, effectivement, la Bérarde est un cul-de-sac. On a une seule et unique voie de circulation. Et c'est vraiment le poumon de cette vallée. Et que de la tenir ouverte, c'est... En l'occurrence, avec les événements qui s'enchaînent, c'est un véritable challenge, mais effectivement, c'est le seul accès possible par la route. Alors, cette route a été coupée, elle est encore aujourd'hui coupée pour le grand public. On ne peut pas l'emprunter jusqu'au village de la Bérarde. Je t'en prie, Coralie. Jusqu'au village, non, mais par contre, en aval, oui. On peut aller à Saint-Christophe, qui est On peut aller à Saint-Christophe, oui. On peut aller à Préclos. le village précédent dans la vallée. Vous savez combien de temps il faudra pour pouvoir retourner à la Bérarde en voiture dans des conditions normales? Vous avez des perspectives là-dessus? Se projeter dans l'avenir. Alors, il y a eu cet événement, certes, mais il y a une quinzaine de jours de cela, un second événement s'est produit et a ravagé une partie des travaux qui avaient déjà été engagés. Je crois que c'est de l'ordre de 500 000 € qui sont repartis dans les eaux tumultueuses du torrent. Tout ça pour dire que voilà, on est toujours dans cette phase de traitement de l'urgence, de protection du hameau, mais également de la route. Et ce que nous souhaitons porter comme message, c'est allons plus loin, allons plus vite, réalisons de vrais ouvrages qui résistent. Parce que là, on peut réitérer ces approches des dizaines de fois et enfin, on n'est plus à une époque où... Enfin, on parle de gaspillage, mais en l'occurrence, là, c'est un gaspillage. Coralie, vous parliez de famille. On sent que vous êtes viscéralement attaché à la Bérarde, comme Laurent et comme l'ensemble des habitants qui vivent là-haut une partie de l'année. Comment vous avez réagi quand vous avez vu sur le terrain l'ampleur des dégâts? On voit des images qui ont été tournées il y a quelques jours. Ça paraît incroyable. Alors d'abord, moi, quand je l'ai su, c'est le vendredi matin à 8h, parce que j'étais inquiète, donc par téléphone. Et puis après, les images, je les ai vues par la télé. Donc j'étais peut-être préparée psychologiquement, en partie. La première fois où je suis remontée, moi, l'objectif, c'était de voir les maisons encore debout, si elles pouvaient encore résister. Donc, s'il pouvait y avoir encore un village. Ça a été mon premier objectif.
Et quand j'ai vu que les maisons pouvaient résister, certes, il y allait avoir énormément de travail, mais elles avaient résisté. Les fondations étaient là, intactes. Donc là, ça m'a redonné espoir. La deuxième fois, quand je suis remontée, c'est là où ça a été extrêmement difficile. Extrêmement difficile de voir... la situation. Ouais. Et vous, Laurent, pareil, même si on s'y prépare, quand on arrive dans un village dévasté, hein, comme on vient de le voir sur ces images? Alors moi, le parcours de l'après-catastrophe, j'ai remué ciel et terre pour pouvoir accéder à mon village. J'ai eu la chance de pouvoir louer un hélicoptère et avec mon fils et un couple d'amis de pouvoir se faire déposer. Dans l'approche, comment dire, vous êtes prêt à n'importe quoi en fait pour retourner sur place. Là, les routes étaient coupées, l'accès par la montagne était quand même bien plus long. Et vous savez, enfin, sans parler de valeur intrinsèque d'un objet, de valeur pécuniaire, mais dans ces maisons, vous avez des objets qui vous viennent de vos grands-parents, auxquels vous tenez, mais plus que tout. Pour exemple, j'ai mon grand-père qui a participé aux Jeux Olympiques en 1928. Son diplôme était affiché dans la cuisine, et je ne pensais qu'à ce truc-là, quoi. Bon, ça paraît un petit peu particulier, mais voilà. Et le fait d'approcher le hameau, vous vous retrouvez dans un temps de sidération. Il a fallu quelques minutes pour se reprendre et déjà de comprendre ce qui s'était passé, de demander au pilote de se poser ici ou là. Je ne comprenais plus mon village. Vous ne connaissiez pas les lieux? Ah mais non, c'est un paysage dévasté, le torrent qui fendait les maisons, la chapelle éventrée, enfin ça dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer. Il y a une bonne nouvelle parmi cette catastrophe, c'est qu'on a retrouvé la cloche de la chapelle il y a quelques jours, là, au mois d'octobre. Coralie, c'est un bon signe, selon vous? Alors effectivement, on a retrouvé plusieurs éléments importants du village, des poutres du moulin. Un moulin, c'est important dans un village. Et on a retrouvé cette fameuse cloche. Notre chapelle est tellement importante pour nous, puisque c'est un lieu de mariage, c'est un lieu de baptême, c'est un lieu de communion. C'est une note d'espoir. Une note d'espoir parce que elle est là, elle est encore là, et on pourra à nouveau la remettre sur une nouvelle chapelle. Donc, bien sûr. Alors le chantier, quand on voit ces images, semble immense. Comment vous vous projetez aujourd'hui? Il y a eu un élan de solidarité après la catastrophe de la Bérarde, hein, d'un peu partout, Laurent? Énorme. Enfin, le milieu de la montagne s'est clairement mobilisé pour ce fond de vallée. On a reçu des messages de sympathie, mais par dizaines, par centaines. Des cagnottes ont été montées. On reçoit des chèques d'associations qui ont organisé des soirées. Enfin, voilà, c'est extrêmement touchant. Ça dépasse largement nos frontières. Les besoins sont énormes. Saint-Christophe est une petite commune. Vous imaginez ces milliers de mètres cubes à bouger, cela représente clairement un coût. Et enfin, voilà, le travail qui reste à faire est encore énorme. Mais le message que nous portons, c'est qu'enfin, nous sommes résolument tournés vers l'après. Une suite est possible. On ne retrouvera pas ce village tel qu'on pouvait le connaître avant l'événement. Mais l'idée, c'est de porter l'espoir et de proposer quelque chose. Chose que nous tentons de faire. On voit ces images quelques mois après la catastrophe. Hein, on essaie de redonner un semblant d'aspect au village, au cours aussi de cette rivière. Coralie, on peut envisager que les autorités décident de ne pas reconstruire la Bérarde en estimant que c'est trop dangereux, trop coûteux? Non, c'est pas envisageable. Ça n'est pas pour vous, mais est-ce que vous avez des garanties? Ah non, mais il n'y a aucune garantie. Mais nous, de notre point de vue, c'est inenvisageable. Ensuite, alors ça, c'est évidemment notre point de vue personnel parce que c'est notre vie. C'est notre vie, mais le village, c'est notre souffle de vie. C'est vraiment notre essence. Ce village, au-delà d'être des maisons, c'est aussi une histoire. C'est une histoire. Donc nous, aujourd'hui, on se bat pour nos anciens, pour la génération de nos parents et puis pour celle de nos enfants. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas envisageable. Après, il y a aussi d'autres aspects qu'on peut évoquer. La Bérarde, c'est un lieu emblématique, donc reconnu nationalement et internationalement.
au niveau de l'alpinisme et de la randonnée, autant la Haute-Savoie à Chamonix que l'Isère à la Bérarde. Donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, elle a quand même 2 lieux emblématiques, différents, mais emblématiques et reconnus. Et ça, je crois que pour l'image de la région, c'est absolument important. Ensuite, je pense que le village, il peut devenir un modèle. C'est un village qui était vivant, qui sera vivant, mais qui peut devenir un modèle écologique. Et là-dessus, on peut travailler. Et pour terminer, peut-être que c'est aussi maintenant opportun de se dire que ça peut être un lieu d'étude des glaciers, de la dangerosité de ces glaciers pour les villages dans les montagnes et l'étude des terrains de montagne. On parlait des montants financiers à mobiliser pour reconstruire la Bérarde, pour dégager tous ces gravats. Laurent, aujourd'hui, les collectivités locales ont plutôt l'air de soutenir un projet de reconstruction. Hein. Alors, on a des chiffres qui nous parviennent, à savoir qu'aujourd'hui, la commune a engagé ses propres deniers pour ces travaux d'urgence, donc de protection du village. Les sommes sont colossales. Hein. Alors, on a quand même, d'une part, la protection du hameau, conforter notamment les berges pour éviter qu'un événement ne survienne au printemps prochain, notamment. Mais ce sont également les routes. Là, c'est le département qui a autorité sur cet aspect routier. Les sommes à engager sont énormes. Mais à ce jour, sur la table, au niveau de la mairie de Saint-Christophe, rien n'est arrivé. Oui, il y a des promesses, il y a eu des déclarations dans la presse, mais il faut maintenant passer aux actes. C'est exactement cela. C'est ça. Oui, nous sommes vraiment dans l'attente parce que c'est urgent pour nous. Mais pour nous, pour le village, mais pour la commune dans son ensemble et la vallée. Il y a une urgence réelle. Alors, parler de cet élan de solidarité, vous êtes encore ouvert à des dons, à des soutiens. Il y a un collectif Oisans du Vénéon qui a une page Facebook, qui peut relayer aussi sur un site internet pour recevoir des aides d'où qu'elles viennent. Et je sais qu'il y en a eu beaucoup depuis quelques semaines. La neige va recouvrir les plaies, j'ai envie de dire, pendant quelques mois, puisque de toute façon, le village n'est pas accessible l'hiver. Hein, la route n'est pas déneigée. Est-ce que vous pensez, Coralie, qu'au printemps prochain ou qu'à l'été prochain, les touristes pourront retourner à la Bérarde ? Alors, pour l'accueil des touristes sur la Bérarde même, non, pas l'été prochain. L'été prochain, les habitants seront présents, vivront là-haut, mais pas pour l'accueil des touristes, ce n'est pas encore possible. Maintenant, après avoir, pour les refuges autour, l'accès à ces refuges, parce que là, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas accéder aux refuges. Et il ne faut pas oublier toute la vallée qui, elle, a été fermée cet été, mais l'année prochaine, qui sera ouverte et qui doit pouvoir vivre. Donc, Devenos, Cabourg-Daru, Saint-Christophe, Préclos, les étages et tous ces refuges où les gens aiment tant aller. Donc, pour l'accueil sur la Bérarde même, je pense qu'il faudra attendre un petit peu plus, que ça sera plutôt pas l'été 2025, mais 2026. Bon, puis on fait un petit clin d'œil à la Cordée qui est accessible, hein, puisque c'est un endroit mythique aussi, dans le village de Saint-Christophe-en-Oisans, Laurent. Complètement, c'est un lieu qui reste ouvert, lui, par contre, à l'année, hein, puisque le hameau de la ville de Saint-Christophe, le cœur de commune, reste accessible en toute saison. Eh bien, merci à tous les deux. On sent que c'est un sujet qui vous tient à cœur et c'est normal. On va essayer de surmonter quand même un peu le moral maintenant en buvant un petit coup. Il n'y a pas que la chartreuse que l'on fabrique dans nos montagnes, il y a aussi du whisky, c'est plus surprenant. Frédéric Revos, vous êtes le créateur du domaine des Hauts-de-Glace dans le Trièves, une première ferme distillerie de whisky biologique au monde. Ça se trouve à Cornillon, qui est un petit village à peu près peut-être de la taille de la Bérarde et de Saint-Christophe en Trièves. Il est né comment ce projet un peu surprenant d'aller faire du whisky ici au cœur du pays de la Chartreuse ? Il est né il y a longtemps, une quinzaine d'années. Il est né par amour du produit, du whisky, mais aussi par un constat qu'il y avait dans ce beau produit une forme de déconnexion avec la matière première, avec son territoire. On parle dans le monde du whisky, on parlait à mon goût
trop de distillation, d'élevage et pas assez de céréales, de manière de cultiver, de manière des goûts propres des céréales, de leur variété, de la nature des sols, du vivant dans les sols. Et donc c'est cette intention-là que j'ai voulu porter en fondant le domaine des Hautes-Glaces, celui de venir faire un lien au territoire, de remettre la matière première au cœur du goût, finalement de faire un whisky de terroir qui s'ancre dans un territoire et qui est le goût et l'âme, on va dire, des gens qui le font et de l'endroit où il est fait. Alors on voit justement l'endroit, le cadre au pied des montagnes, une vieille ferme que vous avez transformée en distillerie. Oui, d'abord une vieille ferme transformée en distillerie. Entre-temps, sur ces images, le projet a évolué. Elle datait des débuts de... on a construit de nouveaux bâtiments, puisque le projet qui était celui à la taille d'une exploitation agricole, un whisky paysan, petit à petit, s'est transformé plutôt en whisky de pays, au sens où se sont agrégés davantage d'énergie. Le domaine des Hautes-Glaces, c'est une équipe désormais. C'est aussi un collectif d'agriculteurs qui s'appelle Graines des Cimes, où on est une quinzaine de paysans de montagne investis en agriculture biologique, à chacun amener 1 ou 2 parcelles chaque année au domaine des Hautes-Glaces pour le transformer en whisky. On parlait de céréales. Il faut quoi comme céréales pour faire du whisky? Moi, je connaissais le malt pour le whisky écossais, par exemple, mais il y a d'autres possibilités? Le malt, du coup, c'est une sorte d'abus de langage qui raconte ce que je disais précédemment, puisque le malt, c'est un processus de transformation. C'est pas la céréale. C'est pas la céréale. Et dans le monde du whisky écossais, effectivement, la catégorie reine, c'est le single malt, qui est un whisky de malt d'orge. Donc l'orge, c'est une céréale très utilisée dans le whisky. Et au domaine des Hautes-Glaces, on fait des whiskies d'orge, évidemment. Mais on travaille différents types de céréales, notamment le seigle, l'épeautre, l'engrain, l'avoine, qui chacun, à la manière d'un cépage dans le vin, va pouvoir amener une typicité, un caractère propre et offrir une diversité de goût et de plaisir. Elles sont cultivées donc autour dans les champs du Trièvre, tout en bio. C'est la marque de fabrique aussi. Oui, pour moi le terroir, c'est le lien à son environnement, à son territoire, à la nature, et donc le terroir ne s'exprime pas dans la chimie, il s'exprime au contraire dans le fait d'enlever la chimie des champs, d'enlever la chimie des processus pour retrouver des liens plus authentiques et plus riches. On sait que des sols vivants créent des carottes ou des céréales pour le whisky avec plus de profondeur, plus de nutriments. Et c'est cette manière de voir les processus de production qu'on a au domaine des Hautes-Glaces. Donc on s'inscrit dans une agriculture biologique et régénérative depuis ses fondements il y a une quinzaine d'années, et on continue à creuser cette voie depuis. C'est pas toujours facile dans ce livre dont je parlais tout à l'heure et qui vient de sortir, Whisky de montagne. Vous expliquez que l'écologie, c'est un sport de combat. Oui, c'est un sport de combat au sens où c'est probablement un combat un peu intime, parce que justement, il y a 15 ans, avec ce parti pris d'une agriculture alternative, de chercher des solutions pour travailler autrement et sans chimie. En fait, on défriche des champs à cette époque-là et on continue. L'agriculture biologique, pour nous, pour moi, c'est la première étape, au sens où une fois qu'on a dit qu'on voulait, par principe de précaution, probablement ne plus utiliser de chimie dans ces champs, la question reste de comment va-t-on travailler, comment peut-on trouver des agronomies qui vont donner des grains riches et beaux et en qualité pour la distillerie, tout en conservant la fertilité de nos sols ou en l'améliorant. Et il n'y a pas de recette magique, miracle. C'est un travail de discussion, en fait, de relation à son environnement. Et c'est un travail sur lequel on fait évidemment des erreurs, sur lequel on a des doutes. Et donc ça demande un esprit de combat au sens, non pas guerrier, mais au sens de la petite d'une volonté faut pas lâcher. À ne pas lâcher, exactement.
les équipes de Telegram étaient venues au début de votre activité, il y a une dizaine d'années. Alors, ce sont des images qui vont vous rappeler sûrement des souvenirs, même si vous l'avez dit, ça a beaucoup évolué depuis. Mais comment se fabrique un whisky? Une fois qu'on a la matière première, les céréales dont vous avez parlé, comment on fait? C'est pas mal d'étapes de transformation. Il faut d'abord, pour faire de l'alcool de manière générale, des boissons fermentées, il faut de l'eau et des sucres. Et dans une céréale, il n'y a ni eau ni sucre. Il y a de l'amidon en revanche, puisque la graine conserve des réserves sous forme d'amidon. Et la première étape, c'est justement le maltage. C'est-à-dire que le maltage, on fait germer la graine pour que la graine elle-même transforme, ait la capacité à transformer l'amidon en sucre. Et ensuite, on va brasser, c'est-à-dire on mélange ces graines maltées avec de l'eau et on obtient un liquide qui va être légèrement sucré et aromatisé des goûts, du moins aromatisé, qui a le goût en fait de la céréale et de sa matière. On fait fermenter ce liquide et on obtient une sorte de bière, on va dire, qui va ensuite être distillée pour concentrer les arômes et on obtient ainsi une eau de vie de céréales. Cette eau de vie va passer ensuite plusieurs années en fût pour devenir whisky. Donc beaucoup de temps entre la graine qui est semée et le whisky qui est bu s'écoule un certain nombre d'années, beaucoup de temps et de nombreuses étapes de transformation où justement cette relation au vivant peut s'éprouver. On voit des images de votre cave là, qui effectivement donne une ambiance assez particulière. Vous avez combien de litres stockés comme ça au haut de glace? On compte en fûts. En fûts, oui, j'imagine. En fûts. Et donc on a un petit peu moins de 2000 fûts aujourd'hui qui racontent 15 ans. Qui raconte aromatiquement 15 ans de travail sur le territoire avec différents millésimes, différentes parcelles qui ont été transformées en whisky. On est dans les mêmes références que le vin, en fait, suivant les saisons, suivant les parcelles, on a des millésimes différents? C'est pas une pratique dans le whisky, mais c'est ce à quoi on s'attache, nous, au domaine des hautes de glace, à montrer que la céréale peut compter, à essayer de montrer qu'il y a des effets de terroir comme on les connaît dans le vin ou dans le fromage ou dans finalement tout ce qui se boit et qui se mange et qui vient de la nature. Et donc on observe effectivement des effets millésimes et des effets parcellaires qu'on aime bien au domaine des hautes glaces mettre en avant dans la dégustation de nos whiskies pour que finalement nos clients, ceux qui aiment le whisky, puissent éprouver, approfondir, épaissir leur sens de la dégustation en venant goûter des effets parcellaires ou des effets de millésime. Laurent, Coralie, vous êtes amateur de whisky? Je suis fan de whisky du domaine des hautes glaces. Ah bah ça tombe bien, c'était pas voulu, mais... D'accord, vous connaissez les produits de Frédéric alors? Eh bien oui, j'ai été très surpris de le croiser tout à l'heure et... On boit vos paroles. C'est juste avant le whisky. Vous les vendez où, ces whiskies Principalement chez des cavistes, dans la restauration, et un peu aussi au domaine des hautes glaces pour ceux qui prennent le temps de venir jusqu'à nous, où on a un caveau et où on accueille le public pour partager notre expérience et notre manière de voir le monde. Vous n'avez pas attaqué le marché écossais encore? On commence juste. Ouais. On était trop petits pour aller au dehors de nos frontières et petit à petit, notre stock, comme on le disait précédemment, comme on le voyait à l'écran, grandit. Et donc, on va être en capacité d'aller faire goûter nos whiskies à nos cousins écossais. Bon, ceux qui veulent découvrir votre activité, alors ils peuvent aller vous voir, ils peuvent aussi se plonger dans ce beau livre qui vient de sortir aux éditions Terre Vivante, un livre qui va plaire aux amateurs de whisky, de terroir, d'histoire. Terre Vivante, c'est pareil, c'est une maison d'édition du Trièves. Oui, c'est une maison d'édition pionnière dans le monde de l'écologie, qui est à l'origine parisienne, je crois, et qui a rejoint les terres triévoises il y a quelques dizaines d'années. Qui a, en sus d'être une maison d'édition, et aussi un centre d'écologie qui se visite et qui est un lieu d'expérimentation pratique d'une écologie quotidienne, on pourrait dire, ou de jardinage écologique, et qui publie un certain nombre de livres aussi les 4 saisons, par exemple, qui sont très connus. Et il y a quelques temps de ça, Olivier Blanche et Brigitte Michaud, qui travaillent à Terre Vivante, m'ont invité
m'ont demandé si j'aimerais pas partager l'expérience du domaine des hautes glaces à travers l'écriture d'un livre. Et voilà, quelques temps plus tard, nous sommes ensemble ici et vous avez le livre dans ces mains qui sort ces jours-ci. Voilà, il y a de l'écriture et puis aussi des photos qui accompagnent tout ce parcours, des photos notamment du Trièvre, des belles photos que vous avez. C'est soigné la mise en page et le choix de l'iconographie. C'était dans l'idée de retracer un chemin ou de raconter son chemin. Finalement, ce que je trouve intéressant, c'est pas tant le chemin que le paysage qu'il y a autour. Et donc, il y a l'envie, l'intention dans ce livre d'en faire un beau livre qui convoque à la fois l'histoire alchimique et des sciences et techniques autour du vin et des spiritueux, mais aussi les paysages du Trièvre, mais aussi une histoire propre du Trièvre. Et j'ai la chance de travailler depuis 7 ou 8 ans, je crois, avec Céline Clanet, qui est une photographe d'exception et qui, du coup, travaille sur le territoire et prend des photos du territoire depuis 7-8 ans. Et donc, c'était l'occasion aussi, ce livre, de venir associer Céline, de la photographie, mais aussi du travail d'illustration et du travail d'iconographie, l'enrichissant des différents univers que convoque un whisky de montagne. Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste comme Laurent du whisky, mais j'ai apprécié ce travail, ce beau livre qu'on conseille, puisque ça vient du terroir isérois. Merci Frédéric. Merci. Je ne sais pas si on peut cuisiner, faire notamment de la pâtisserie avec du whisky. Ça va peut-être donner des idées à Audrey. Audrey de Palma, marsoise, qui travaille dans les écoles maternelles de Grenoble, et qui est également cuisinière à ses heures perdues. Pâtissière. Oui, c'est vrai que vous êtes tournée vers le sucré. On peut faire de la pâtisserie avec du whisky, vous avez déjà essayé ? J'ai jamais essayé, mais je pense que ça doit tout se faire, je pense. Bon, il faudra peut-être tester les whiskies de Frédéric. Regarder un petit peu dans les recettes. Bon. Je sais que vous avez déjà testé la chartreuse pour vos desserts. La preuve, c'est que vous venez avec un dessert de votre conception, un dessert qui a une histoire, puisqu'il vous a permis de participer il y a quelques semaines à une émission d'M6 qui s'appelle « Ma recette est la meilleure de France ». Alors, comment on se sélectionne pour ce type d'émission quand on est une pâtissière, mais qu'on n'est pas professionnel de l'activité? Alors, moi, j'ai tout simplement un compte Instagram où je partage toutes mes créations. Et du coup, c'est une casteuse qui est venue me... Ah, c'est elle qui vous a remarqué avec qui a vu mon compte, et donc ça l'a intéressée, donc elle m'a contactée. Et ensuite, elle m'a proposé le projet, donc à savoir si ça m'intéressait ou pas. Et donc, du coup, je me suis dit, allez, je vais me lancer. Je vais voir. Alors, c'est quoi le principe de cette émission ? Alors là, ça confronte en fait les régions de France. Toutes les régions de France, que ce soit dans le salé ou dans le sucré. C'est un nouveau concept en fait qui se fait là. C'est la première saison de Ma recette est la meilleure de France. Vous aviez à choisir un plat à réaliser, un voilà, dessert ? C'était soit un plat sucré, soit un plat salé. Donc forcément, moi, je me suis dirigée vers le sucré. Et donc du coup, il fallait que ce soit un rapport un peu avec notre région. Alors, c'était soit par rapport à la région, soit une recette de famille. Voilà, c'est suivant les personnes, ce qu'elles voulaient, quoi. Alors vous, ça s'appelle refaire ressortir. Douceur des Alpes. Douceur des Alpes. Et de ce que j'en vois, il y a du vert, donc je faisais allusion à la chartreuse, peut-être que... C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que j'ai coloré mon glaçage en vert très, très léger. Il y a des noix aussi. Il y a des noix, donc du coup, en fait, il y a un biscuit noix, il y a un croustillant noix, il y a une mousse au chocolat chartreuse, un insert poire, bergamote et chartreuse. Et donc, du coup, pour un glaçage miroir vert, et puis pour la petite décoration, une ganache montée au chocolat. Voilà. Donc, une recette que vous avez imaginée. Que j'ai imaginée. Vous-même et que vous avez dû reproduire. Mais je me suis dirigée quand même vers des professionnels. J'ai poussé les portes de la pâtisserie Bona. À Voiron. À Voiron.
Donc du coup, je me suis dit, allez, je pousse les portes, on verra ce qu'on va me dire. Et j'ai eu de la chance parce que M. Stéphane Bonnat était là. Donc il m'a accueilli dans son bureau, très gentil. Je lui ai expliqué le projet, etc. Et donc du coup, il m'a dirigée vers son pâtissier. Donc du coup, avec le pâtissier, on a élaboré... Enfin, non, d'abord, j'ai élaboré ma pâtisserie. Et ensuite, il a décortiqué avec moi le gâteau, l'entremets, pour un peu équilibrer les goûts, etc. Donc du coup, une fois que j'ai fait et refait, donc là, je me suis lancée à le présenter comme ça, avec les goûts que je pensais être bons. On a vu, pendant que vous parliez des images de l'émission, vous étiez en train de cuisiner, alors il y avait un temps imparti, etc. Il y avait des caméras de télé, donc j'imagine que ça change un peu la donne que quand on est tranquillement chez soi. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais en première partie, c'est pas tout de suite que j'ai pâtissé devant les caméras. Vous avez d'abord fait chez vous. J'ai d'abord fait chez moi et amené l'entremets à Vienne. C'était à Vienne. Donc du coup, là, c'était devant Cyril Lignac, M. Gaudry et Marc Vera. Donc du coup, là, le jury fait la critique du gâteau, que ce soit positif ou négatif. Et donc du coup, à ce moment-là, il fallait que j'améliore mon entremets si je passais à la deuxième étape. Et donc j'ai été appelée pour passer à la demi-finale. Vous voulez qu'on les écoute, le jury? Je les ai justement, après avoir goûté votre gâteau. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Bon, les conseils des professionnels. D'accord. Et bon, donc, du coup, j'imagine, le jury. Ah, mais non, mais moi, j'étais terrorisée. Au fond de moi, j'étais liquéfiée. Mais c'est des bons conseils. Donc, du coup, j'ai changé la recette de mon glaçage miroir. Le biscuit, le croustillant, je l'ai mis sur le biscuit. Comme avait dit Cyril Lignac. Voilà. Et puis, on voulait plus le goût de la noix. Donc, du coup, j'avais présenté un biscuit chocolat. Et du coup, je l'ai transformé en biscuit noix pour qu'il y ait vraiment le goût de la noix. Bon, en tout cas, ça a permis de faire connaître les produits, puis votre savoir-faire aussi sur un grand public. Les enfants avec lesquels vous travaillez, ils vous ont vu à la télé? Oui, c'est un certain quand je suis arrivée à la rentrée des classes. Audrey, on t'a vu à la télé. Bon, ils ne vous ont pas demandé de revenir avec le gâteau chaque semaine? Non, et puis non, avec la chartreuse, je ne pense pas que je vais leur faire goûter. Je pense pas que les parents vont être d'accord. On m'a glissé comme ça à l'oreille que vous aviez eu un petit problème avec le glucose pendant la réalisation du plat. Voilà, à penser en fait à ce moment-là. On est pris par le stress. Ah oui, on est pris par le stress parce que pendant qu'on pâtisse, il y a quelqu'un qui nous parle tout le temps en fait. C'est un journaliste, il est là, il parle. C'est le problème de la télé, on a du mal à faire taire les animateurs. C'est quelque chose, mais c'est une super expérience. Vous avez envie de refaire, de participer à d'autres émissions? J'ai bien envie de ce type-là. J'ai bien envie de tenter le meilleur pâtissier là. Voilà, un petit cran au-dessus. Oui, un petit cran, un grand. Un grand cran c'est un grand. au-dessus, meilleur pâtissier. Oui. Puisqu'on parle de ce jeu-là, vous savez qui a remporté l'émission de meilleur pâtissier catégorie professionnelle en 2017? Alors, il n'est pas autour de la table. Ah, le professionnel. Ouais, je vous donne un petit indice, c'est un Isérois. Ah, c'est... Vous l'avez sous... Oui, Thierry Court. Thierry Court, voilà, qui est pâtissier à Grenoble et qui effectivement avait remporté cette catégorie, alors réservée aux professionnels. Il y a des amateurs et professionnels. J'imagine que vous allez d'abord y aller en amatrice si vous arrivez à... Il faudrait que je passe le CAP à rentrer pour passer chez les professionnels. Dans cette émission. Mais voilà, les Isérois en tout cas réussissent aussi. Je ne sais pas s'il avait de la noix et de la chartreuse dans ce qu'il avait préparé Thierry Court à l'époque, mais il avait inscrit son nom au palmarès. Allez, dernière petite colle avant de se quitter. Qui a remporté l'émission Top Chef en 2017 encore? Sûrement alors c'est le même indice que le premier, c'était un Isérois. Il vient de chez nous. Eh ouais, il vient de chez nous. Il s'appelle... Est-ce que vous le reconnaissez? Il est là avec son béret. Pas un béret isérois, mais... il s'appelle Jérémy Izarn, qui est un jeune chef. À l'époque, c'était un jeune chef. Il a une dizaine d'années de plus. Qui dirige la Tour d'Essence à Tencin, dans le Grésivaudan, qui a eu une étoile d'ailleurs quelques années après ce jeu, mais qui n'était pas du tout connu à l'époque de ce concours. Donc voilà, qui sait peut-être jamais 203, on dit Audrey, donc on en a deux. On espère que vous deviendrez la troisième Iséroise à vous imposer dans une émission sur la cuisine sur M6. En tout cas, ce que vous nous avez apporté aujourd'hui, c'est aussi on beau va le déguster ensemble après. Voilà. Alors malheureusement, les spectateurs, on arrive au bout de l'émission, ne vont pas pouvoir goûter le gâteau d'Audrey, mais on vous donnera ils peuvent venir aussi voir mon compte Insta, Les Douceurs d'Audrey. Les Douceurs d'Audrey, voilà. Si vous pouvez sur Facebook aussi.
Eh ben merci en tout cas d'être Avec plaisir. d'être venu. On l'arrosera ça Avec peut-être plaisir. avec du whisky, mais on va rester prudent. Et puis on croise les doigts pour la Bérarde, pour les mois et les années qui viennent, en espérant pouvoir retourner dans ce très beau village de montagne et pratiquer la rando et l'alpinisme. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran et Chirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.